Louise Dufour. Bonjour Claude Tran. Vous êtes normalienne de l'École normale supérieure de Lyon. Vous êtes titulaire d'un doctorat en neurobiologie. Vous avez travaillé dans des laboratoires en France, en Europe, aux États-Unis, et vous dirigez depuis 10 ans le cercle FSER. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette institution? Tout à fait. Le Cercle FSER, c'est une association qui a été créée sur deux constats. Le premier, c'est que la recherche, ou plus globalement la production des nouvelles connaissances, est un milieu qui est mal connu par le grand public et on peut voir à quel point ça a pu avoir des conséquences dramatiques, par exemple lors de la dernière pandémie. Le deuxième, c'est que là, aujourd'hui, on a un certain nombre de publics, que sont les filles, les personnes issues de milieux peu favorisés, que ce soit pour des raisons socio-professionnelles ou géographiques, comme par exemple la ruralité, sont des publics qu'on retrouve moins dans les domaines scientifiques et techniques. Ces deux constats ont amené en 2014 un groupe de chercheurs et de chercheuses qui avaient été distingués par des prix prestigieux à s'engager pour favoriser de manière générale un meilleur dialogue entre science et société. Et donc aujourd'hui, cette association va mener des actions selon trois grands axes. Le premier axe, ça va être de vraiment s'adresser aux jeunes en priorité pour mieux leur faire connaître le monde de la recherche, les méthodes de production des nouvelles connaissances, et puis développer leur esprit critique et les encourager à s'intéresser aux sciences. Le deuxième, ça va être de favoriser l'engagement des chercheurs et des chercheuses dans justement des actions en lien avec le grand public, puisque on sait que par rapport à certains de nos voisins européens, là on est en dessous en termes d'engagement, ce qui veut donc dire qu'il y a un levier chez nous pour que justement plus de jeunes puissent rencontrer des scientifiques. Et puis le troisième axe, ça va être de travailler au sein de notre écosystème, de ce qu'on va appeler la culture scientifique, pour avancer sur deux sujets qui nous paraissent très importants. Le premier, ça va être celui de l'inclusion, en lien avec ce que j'ai dit précédemment sur le constat et les populations qui sont exclues des sciences. Et puis le deuxième, qui va être celui de l'évaluation. Comment est-ce qu'on évalue si nos actions sont pertinentes et efficaces par rapport à nos objectifs. Mais pourquoi cette focalisation sur les jeunes? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'au-delà de ce que j'ai dit précédemment et sur l'importance, on va dire, des compétences générales et citoyennes sur les sciences, de manière à être en mesure de prendre des décisions éclairées, ce que la recherche apporte, c'est aussi une méthode et des démarches d'appréhension du monde qui nous entoure, qui en fait participent d'un esprit critique qui sont aujourd'hui importants, encore une fois, pour grandir de manière citoyenne dans ce monde. Et pourquoi les jeunes en particulier? Pour, je vais dire, deux raisons. La première, c'est que on sait qu'il y a une confiance qui est globalement haute dans les scientifiques aujourd'hui en France. On sait aussi que cette confiance, elle est beaucoup plus, elle peut être beaucoup plus variable dès qu'on touche à des sujets qui sont un peu polémiques. Et en fait, on sait qu'une opinion qui n'est pas basée sur des éléments rationnels ne va pas pouvoir être défaite par des éléments rationnels. On sait en fait que dans les opinions, il y a une valence émotionnelle forte. Et donc, pour ça, il y a une confiance qui est importante et qui va se créer aussi par le rapport et la connaissance des personnes qui participent justement à la production de ces connaissances. Et c'est pour ça que toucher les jeunes, c'est dès le plus jeune âge en fait, essayer de sortir de la version stéréotypée qui est souvent présente dans la population sur ce que sont les scientifiques, des gens dans leur tour d'ivoire, isolés de la réalité et à la limite de l'humanité, on va dire. Mais vous touchez les jeunes, mais vous vous intéressez aux jeunes scolaires particulièrement. Alors, pourquoi est-ce que
en plus des jeunes, on s'est spécifiquement focalisé sur les scolaires, c'est dans notre optique justement d'inclusion, de pouvoir toucher pas uniquement les gens qui sont déjà intéressés par ces questions. S'adresser au public scolaire, c'est l'occasion de s'adresser à un public captif et donc de toucher des gens qui, une fois sortis du système éducatif, ne liront jamais plus les pages scientifiques des quotidiens, n'iront pas visiter de musées scientifiques ou n'écouteront pas les émissions scientifiques. Puisque s'adresser au public scolaire, c'est passer d'abord par les enseignants et les enseignantes qui vont inscrire leur classe entière, ce qui permet de toucher l'ensemble des élèves. Et j'aurais envie de rajouter, et notamment les filles, dont on sait que elles ont moins tendance à se destiner vers des carrières ou des intérêts scientifiques. Quel type de programme vous développez ? Alors on va développer 2 types de programmes. D'une part, des programmes tout simplement de rencontres entre des scientifiques et des élèves, et puis d'autre part des ressources pédagogiques, des programmes pédagogiques qui sont utilisables par les enseignants et les enseignantes en classe. Donc je peux donner brièvement quelques exemples de rencontres entre des scientifiques et des élèves. Le premier exemple que je vais prendre, c'est un peu emblématique chez nous, qui est le programme DECLIC. DECLIC qui est l'acronyme de Dialogue entre chercheurs et lycéens-lycéennes pour les intéresser à la construction des savoirs. C'est un programme qui est développé sur tout le territoire et qui est centré en fait sur des échanges, des rencontres entre des élèves par petits groupes. Les élèves sont à une table exactement comme celle-ci, en petits groupes de 5, et puis en face on a un chercheur ou une chercheuse, et puis en fait toutes les 12 minutes la cloche sonne et on a un chercheur et une chercheuse différents qui vient s'asseoir à leur table. Et donc ça, avec 7 personnels de recherche différents, ce qui permet vraiment d'avoir des échanges qui sont très personnalisés. On n'est pas dans un mode descendant où les scientifiques viennent vraiment donner leur connaissance. On est vraiment sur un échange. Les élèves peuvent poser les questions. Il y a une vraie interaction. Et puis cette diversité de personnes, je l'ai dit, chaque groupe d'élèves va rencontrer 7 personnels de recherche. Ça veut dire que les élèves vont rencontrer aussi bien des hommes que des femmes, des jeunes que des profils plus expérimentés, mais aussi des disciplines différentes, des métiers différents, et donc ça favorise, et ça on le sait en fait, ça favorise la probabilité que les élèves puissent se projeter et reconnaître en fait des choses dans lesquelles il est plus simple de se projeter. Donc ça c'est le cœur du programme, et puis je vais juste mentionner que c'est en amont justement de ces rencontres qui durent 1h30, on commence par à peu près une demi-heure d'une conférence vraiment interactive pour poser le cadre, et puis qu'il y a une partie également qui se déroule uniquement en présence des scientifiques et des membres du corps enseignant, de manière à ce que ce déclic ne soit pas seulement pour les élèves, mais il puisse aussi se faire au niveau des scientifiques et du personnel de l'établissement pour créer du lien à plus long terme entre le monde de la recherche et le monde de l'éducation, qui reste encore, malgré nos efforts, et nous ne sommes pas les seuls, qui reste deux mondes assez étanches. Ça touche combien d'élèves ? Alors depuis la création du dispositif, les tout premiers tests ont été faits en 2015, c'est plus de 50 000 élèves qui ont bénéficié du dispositif, avec des résultats mesurés et efficace. Si je peux parler par exemple des objectifs qu'on a au niveau des élèves, c'est une meilleure connaissance de ce qu'est la recherche, c'est aussi la formation tout simplement d'une citoyenneté, de manière à faire des choix éclairés, et puis aussi l'orientation, une meilleure connaissance des métiers. Je peux donner quelques chiffres. Les élèves sont à peu près 3 fois plus nombreux après les déclics, puisqu'on fait des questionnaires avant et après pour mesurer la différence. Les élèves sont 3 fois plus nombreux après le dispositif déclic à déclarer savoir ce que c'est que la recherche fondamentale, par exemple. Ils sont 5 fois plus nombreux à déclarer mieux comprendre comment est-ce qu'on passe d'expérience dans un laboratoire à des connaissances acceptées, comment est-ce que les chercheurs valident leurs résultats d'expérience, et puis ils sont aussi 3 fois plus nombreux à déclarer tout simplement mieux connaître les métiers de la recherche, et
Et ils déclarent aussi être plus nombreux à, par exemple, s'intéresser à des carrières scientifiques. Alors, à part les lycéens, il y a aussi des collégiens, des élèves des écoles primaires, vous les touchez aussi? Tout à fait. Alors, je peux aussi mentionner un autre programme qu'on a chez les lycéens, qui est un programme de la région Île-de-France qu'on met en œuvre, qui s'appelle Parole de chercheuses et de chercheurs, et qui va là, en fait, organiser les interventions de chercheurs et de chercheuses individuelles dans les lycées franciliens. Vous parliez des autres niveaux. Effectivement, pour nous, c'est important de toucher les élèves à tous les niveaux, et on propose par exemple le programme Le Comptoir des Sciences. Donc le Comptoir des Sciences, c'est tout simplement nous qui faisons une mise en relation pour des visioconférences entre, d'une part, des classes, par l'intermédiaire des enseignants et des enseignantes qui vont demander une visioconférence avec un chercheur ou une chercheuse de telle discipline, et puis les scientifiques de telle discipline. On les met en relation pour permettre justement ces interactions. C'est ouvert du primaire au lycée, en passant par le collège évidemment, et ça permet vraiment à ce que chaque classe en France puisse avoir un accès très facilité et simple à la recherche. Et donc ça, c'était pour vous donner des exemples de rencontres entre des scientifiques et des élèves. Après ça, il y a le deuxième volet qui va être sur vraiment la production de ressources. Là encore, je peux citer deux exemples. Le premier, c'est le programme Discerne, qui est un programme qui s'attache à travailler les notions d'esprit critique et de démarche scientifique. Donc sur notre site, vous pourrez retrouver en fait une quinzaine de séquences pédagogiques clés en main et évidemment adaptables, qui sont déclinées sur différents thèmes et qu'on peut raccrocher à différentes disciplines et aussi à différents niveaux scolaires. Et puis le dernier programme qu'on est en train de lancer, qui s'appelle School Fun, qui est un programme européen qui vise à développer un programme de sciences participatives sur la question des infox liés au changement climatique. Vos démarches en direction des établissements sont des démarches gratuites pour ces établissements? L'ensemble des programmes que nous proposons n'a aucun coût financier direct pour les établissements scolaires. Et ça, c'est une condition qui est importante pour nous, puisque c'est une des conditions pour toucher justement autant d'élèves que possible. Et on l'a vu, pour nous, c'est vraiment extrêmement important. Si on pouvait, si on avait les moyens, on proposerait ces actions et on ferait bénéficier de ces actions l'ensemble des élèves de France. Et donc, pour bénéficier de ces programmes, il suffit pour la plupart des programmes d'aller sur le site et soit de télécharger directement les ressources qui sont en libre accès, soit de remplir les formulaires pour les programmes pour pouvoir y participer. Je précise que pour le dispositif Déclic, on demande aussi au lycée de passer par la plateforme Adage, ce qui va nous permettre de bénéficier en fait des crédits du Pass Culture pour nous aider à organiser ces actions, puisque c'est l'occasion de mentionner que si ces actions n'ont pas de coût financier direct pour les établissements scolaires, ça ne veut pas dire qu'elles ne coûtent rien pour la mobilisation du monde de la recherche et l'organisation tout simplement logistique de ces programmes, la production de ces ressources. Et c'est l'occasion pour moi de mentionner et de remercier les structures qui s'engagent et qui nous permettent justement de mettre ces ressources et d'organiser ces actions, que ce soit des structures publiques, donc l'État, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, la culture, l'éducation nationale, ou des collectivités territoriales comme la région Île-de-France, ou la région Pays de la Loire, comme la mairie de Paris, mais également des structures privées comme la Fondation Schlumberger pour l'éducation et la recherche, la Fondation La France s'engage ou encore les fonds Maïf pour l'éducation. Vous avez accepté de participer au jury du concours Plaisir de dire organisé par la MOPA. Pourquoi? Je vais commencer par dire l'honneur en fait que ça a été pour moi d'être sollicité par la MOPA, et donc le plaisir que j'ai eu à accepter et évidemment à renouveler l'expérience pour cette année, tout simplement déjà parce que, et je pense que c'est une valeur que justement je partage avec la MOPA, je suis extrêmement attachée à l'école républicaine. Je suis fille d'enseignant, ceci explique aussi peut-être cela. Et puis aussi parce que il me semble que ce concours qui va travailler sur l'éloquence et l'argumentation, ce sont des compétences en fait et qui sont particulièrement importantes. Et donc c'est important de stimuler et de favoriser l'émulation des élèves par l'intermédiaire de ce concours.
Et puis, il me touche aussi plus particulièrement pour deux raisons. La première, ça va être que quand je dis que la recherche amène justement des éléments pour faire preuve d'esprit critique, l'esprit critique, c'est aussi l'argumentation. Et donc, pour moi, ce concours, il est aussi important pour cette question-là, de travailler sur comment est-ce qu'on fait une bonne argumentation. Faire preuve d'esprit critique, c'est aussi être capable de reconnaître ce qu'est une bonne argumentation vis-à-vis d'une mauvaise argumentation, l'utilisation d'arguments fallacieux, et donc travailler là-dessus, c'est quelque chose d'important. Et puis, la deuxième raison, c'est que, et ça c'est un espoir que j'ai, c'est documenter par exemple que les filles prennent moins souvent la parole, ou ont moins d'espace de parole qui leur est accordé, dans la société en général, mais aussi dans l'enceinte scolaire. Et donc c'est pour moi un espoir que ce concours soit aussi l'occasion justement de leur donner plus de place et de les encourager aussi et de les aider à prendre cette place. Et je finirai donc en encourageant la MOPA évidemment à documenter si c'est le cas, en regardant justement au niveau de ces résultats de soumission, de sélection, si c'est effectivement quelque chose qui se produit. Merci beaucoup, Héloïse Dufour. Merci beaucoup, Claude Tron.